Alors chaque soirée a sa partie un peu sulfureuse, elle arrive maintenant, puisque nous abordons un sujet évidemment extrêmement lourd, controversé fatalement, qui a causé beaucoup de pleurs et de grincements de dents et nous a valu, nous, quand on organisait des débats dans la campagne, beaucoup de monde avec des t-shirts jaunes dans toutes les salles où on se trouvait. Donc le pouvoir des cartes pour étudier le survol de Bruxelles. C'est donc ce que Frédéric Dobrouskes a fait. Donc Frédéric Dobrouskes est géographe, chercheur et enseignant en géographie et politique des transports à l'ULB. On a eu d'ailleurs un peu grâce à son étude un scoop au soir, puisque c'est le soir qui a révélé les cartes et cette analyse des ex-post des nouvelles procédures aériennes mises en service le 6 février 2014 dans la région métropolitaine bruxelloise, cette étude qu'il avait réalisée pour le SPF Mobilité et Transport en mai 2014 et dont les résultats ont de fait suscité un intense débat, beaucoup de colère du secrétaire d'État qui était en charge du dossier à l'époque, qui nous en veut toujours un peu d'avoir publié ces cartes aujourd'hui d'ailleurs. Et donc nous allons l'écouter avec intérêt, donc Frédéric Dobrouskes. Je rappelle que pour ceux qui veulent converser avec les intervenants, on peut les retrouver dans le quart d'heure qui suit leur intervention ici, près du bar, à l'extérieur. Voilà, la parole est à vous, on va vous applaudir avant. Oui. Merci, bonsoir à tous et merci aux organisateurs pour cette sympathique invitation. Donc le pouvoir des cartes pour analyser le survol de Bruxelles. Je teste la fameuse télécommande. Voilà. Donc je vais vous présenter aujourd'hui quelques extraits seulement de ce fameux rapport dont Béatrice Delvaux vient de parler. Donc voici la couverture, une étude réalisée par 3 personnes et que j'ai eu la chance de coordonner. Alors, voici peut-être pour commencer une localisation de l'aéroport de Bruxelles qui se trouve aux portes de la ville. Vous avez la région de Bruxelles-Capitale ici. Vous avez Bruxelles et sa banlieue ici en mauve. Les vents viennent du secteur sud-ouest et soufflent vers le nord-est. Et pas de chance, les avions doivent décoller et atterrir face au vent. En conséquence de quoi, si la télécommande le veut bien, voilà, les avions avec le petit S qui doit être plus haut, doivent inévitablement, la plupart du temps, décoller vers Bruxelles. Et l'enjeu principal va être de savoir si ces avions virent à gauche, virent à droite, virent rapidement ou tardivement à gauche ou à droite, ou continuent éventuellement tout droit vers le centre-ville. Alors, je vais demander le slide suivant, si ça n'avance pas. Voilà. Donc, nous avons travaillé sur base de tracés radars qui viennent de Belgo Control, source indiscutable, paraît-il. Et en tout cas pour ce dossier-ci certainement. Alors les avions, vous avez les décollages en vert, vous avez les atterrissages en rouge. Ici la situation de janvier 2014, donc un peu avant les fameuses modifications du 6 février qui ont fait couler tant d'encre. Donc les avions décollent vers Bruxelles, ils virent pour la plupart vers la droite ou vers la gauche. Donc ça c'est le fameux virage à gauche dont on a tant parlé. Certains avions continuent tout droit par la route du canal qui est ici, d'autres par une route des gros porteurs qui sont les plus gros avions ici. La Grand Place est symbolisée par l'hôtel de ville de Bruxelles et le quartier européen avec Schuman et la gare du Luxembourg sont ici. Donc ça c'est la situation janvier 2014. Quelques semaines après, voilà ce que ça donne. Donc si je reviens en arrière et que je reviens en avant, vous voyez le déplacement du virage, de ce qu'on appelle le virage gauche qui concernait essentiellement l'est de Bruxelles et sa périphérie, qui se retrouve beaucoup plus vers la ville et également vers la route canal. Alors le problème de ce genre de cartes, c'est qu'elles sont trompeuses parce que les vols se superposent, passent en partie aux mêmes endroits et donc donnent une mauvaise image des nuisances subies. Alors pour contourner ce problème, si le PowerPoint avance, voilà. Alors je vais demander le slide suivant directement. Voilà. Alors voici une carte, de nouveau janvier 2014, donc avant les modifications du 6 février, une carte avec l'intensité de survol. Donc plus les quartiers sont représentés de manière foncée et plus ils étaient survolés avant les modifications du 6 février. Alors ouvrez bien vos yeux. On va passer à la situation d'après, et voilà. Donc la modification est sensible. D'une part, le virage gauche, comme on l'appelle, qui consistait à
a survolé essentiellement l'est de la région de Bruxelles-Capitale, avec le quartier Stockel, Wezenbeek-Oppem, Krenhem, Tervuren, etc., a été déplacé sur un nouvel axe Evere, Schaerbeek, quartier européen, Champ d'Oiseaux à Woluwe, l'ouest d'Oderghem et Watermal-Boisfort. Et une partie des avions qui survolaient l'extrême est de Bruxelles et sa périphérie ont été également envoyés sur la route du canal, donc au-dessus des quartiers les plus denses de Bruxelles. Donc voilà le genre d'objectivation très très simple qu'on peut faire au départ de simples tracés radars, mais qui ont permis de montrer exactement ce qui s'était passé le 6 février, puisqu'avant cela, personne n'avait vu de carte sur le sujet. Alors, on peut continuer dans la même veine en superposant l'axe central des routes. Donc vous avez ici des traits en vert qui sont les routes au décollage. Plus les traits sont épais et plus il y a de décollage. Et donc il y a une superposition sur cette carte avec les densités de population. Vous vous souvenez peut-être que le secrétaire d'État au transport a dit qu'on ne survolait pas de quartiers denses, qu'on avait dégradé la vie que de 65 000 personnes, etc., etc. Donc voici la situation d'avant. Donc vous voyez que les virages gauche et droite traditionnels évitaient autant que possible les quartiers denses de Bruxelles. Après le 6 février, ça n'est plus le cas, puisque la nouvelle route par Schaerbeek, Etterbeek, Oderghem, Watermal, Boisfort est une route de quartier dense, et le renforcement de la route du canal ici conduit à survoler les quartiers les plus denses de Bruxelles. Et donc, on a inévitablement augmenté le nombre de citoyens soumis aux nuisances, et au-delà de ça, je dirais qu'on a aussi soumis au bruit des avions des populations qui n'avaient jamais été auparavant. Alors, résultat suivant de l'étude, c'est la superposition des routes aériennes avec les revenus de la population, considérés comme approximation du niveau social de la population. Donc, plus les quartiers sont en bleu et plus ils sont pauvres, et plus ils sont en rouge, et plus le revenu imposable est élevé, et donc plus la population est riche. Alors, voici la situation d'avant le 6 février. On voit déjà que la route du canal est la route des quartiers les plus pauvres de Bruxelles, ce qui explique sans doute pourquoi elle a pu être créée dans l'indifférence générale en 2003. Alors, voici ici les quartiers que l'on a soulagés, qui sont en rouge, donc qui sont des quartiers bourgeois sans aucun doute. Et voici la situation après modification le 6 février. Donc, les quartiers ici, fortement allégés, sont des quartiers de villas en périphérie. La nouvelle route par Schaerbeek, Etterbeek, Oderghem, Watermal, Boisfort est une route globalement de classe moyenne, et la route, comme je l'ai déjà dit, la route du canal est une route des quartiers populaires par excellence. Alors, il reste 7 minutes, c'est parfait. Alors, que nous disent encore les cartes ? Elles nous disent que les décisions se prennent de manière bizarre et que Belgocontrol a produit des documents bizarres. Voici une carte de Belgocontrol présentée en réunion d'intercabinet en 2012 et qui est représentative du type de documents sur base desquels se prennent dans ce pays les décisions quant aux procédures aériennes et au choix des quartiers qui vont être survolés. Donc ça, c'est une carte de situation existante 2012. Donc où sont les routes de 2012 ? Alors, il faut essayer de s'y retrouver dans ce charabia. J'ai beau être géographe, je devine plus ou moins où est Bruxelles, mais c'est quand même pas très clair. Et donc, première chose que je fais, avec l'équipe qui a travaillé sur ce rapport, on ajoute les limites communales et les limites régionales. Suspense, voilà. Alors, avec les limites administratives, on commence à s'y retrouver. On retrouve la limite de la région bruxelloise ici. Et alors là, je manque de défaillir parce que je vois que le virage à gauche se trouve déjà en plein Schaerbeek, alors que sur les tracés radars de Belgocontrol, donc la même administration autonome que j'ai, donc tracé radar qu'on a utilisé, le virage à gauche est censé être tout à fait ailleurs.
il est censé être là où sont les traits représentés en vert sur cette carte. Autrement dit, la cartographie de situations existantes que Belgocontrol produit et montre aux réunions d'intercabinet où les décisions de changement de route et de procédure se prennent, eh bien, ces routes de Belgocontrol ne sont pas dessinées correctement par rapport au tracé radar que Belgocontrol lui-même produit et est censé utiliser par ailleurs. Alors, pour résumer la situation, voici comment était en 2012, selon Belgocontrol, le virage à gauche, donc un virage fort large rentrant déjà dans Bruxelles et traversant le centre-est de l'agglomération. Voici la réalité selon les tracés radars du même Belgocontrol. Donc ça nous fait, j'ai oublié de mettre une barre d'échelle, ce qui n'est pas très sérieux, mais il y a 2 à 2,5 km d'écart, ce qui à l'échelle d'une agglomération urbaine n'est pas négligeable du tout. On a ensuite la fameuse nouvelle route que d'aucuns ont appelée la route Watley dans sa version de 2012, telle que soumise à l'intercabinet. Et puis on a la réalité de 2014, telle que découverte le 6 février, où la route a un peu changé, notamment parce qu'on a imposé aux pilotes de passer par un waypoint, qui est une espèce de balise aérienne fictive. Ce sont des coordonnées géographiques d'un point. Pour ceux qui connaissent la Trattoria à Watermal-Boisfort, le point est juste devant la porte. Mais c'est un point fictif, ce sont des coordonnées XY. Et donc, je n'ai jamais eu le fin mot de l'histoire de comment cette route a été déplacée d'Oderghem à Watermal-Boisfort. Mais c'est presque un détail à ce niveau-ci. Donc, où est l'enjeu de cet écart dans le tracé des routes? L'enjeu, il est que lorsqu'on compare la nouvelle route, donc la route que certains appellent la route Watley, par rapport à la ligne bleue considérée comme référence, au lieu de considérer la ligne verte, qui est la situation exacte, on peut penser que la nouvelle route mise en service le 6 février n'est qu'une petite modification par rapport à la situation existante. En fait, si on prend la peine de comparer avec la réalité exacte, c'est-à-dire la ligne verte, ça a avancé tout seul, on va revenir en arrière. Si on prend la peine de considérer la ligne verte, on a un écart de 5-6 km environ. Alors, quand j'ai eu une réunion de débriefing sur le rapport ULB au cabinet du secrétaire d'État au transport, une réunion assez houleuse, il faut bien le dire, j'ai entendu un conseiller du secrétaire d'État dire « Oui, mais de toute façon, tout ça, ce n'est pas très grave parce que les gens donc les experts des différents cabinets ministériels qui sont représentés à l'intercabinet savent bien que les avions ne passent pas exactement là où les traits sont représentés sur les cartes. » Ah bon? Eh bien, ça, je vous avoue que ça m'a surpris. Et pas de chance, j'ai le PV de la réunion intercabinet en question. Donc on va voir ce qui est mis dans le PV. Donc, ce sont des documents qui ne sont pas publics, mais je prends le risque de vous les montrer. Ils ont bien circulé sur Internet, sinon je ne les aurais pas trouvés. Donc cette fameuse réunion 1009 du 18 juin 2012, je ne sais pas s'il faut voir un symbole dans la date du 18 juin. Voilà, donc les noms sont biffés quand même, on ne va pas accuser les gens nommément. Donc il y a un membre de l'intercabinet qui fait toutefois remarquer que l'on va voler un tout petit peu plus longtemps au-dessus du territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Quand on compare la nouvelle route avec une situation existante mal dessinée, on peut penser qu'on va voler un tout petit peu plus. À l'ULB, on a calculé qu'en fait, on va voler 10 km en plus au-dessus de la région bruxelloise si on prend la peine de comparer les routes avec la bonne situation existante. Et alors, mieux que cela, il y a un membre qui précise qu'il souhaite disposer des cartes pour visualiser les modifications, ce que Machin Truc demande également. Ces documents sont remis en séance afin de pouvoir se forger une opinion. Donc on remet des cartes qui sont erronées à 7, 8, 9 membres d'une réunion intercabinet qui sont les représentants du Premier ministre, de tous les vice-premiers ministres et sous la présidence du secrétaire d'État au transport. Et donc ces documents sont faux et ne permettent pas de se forger une opinion, à supposer que ce soit possible vu la façon dont les cartes sont dessinées, sans limite administrative, etc., etc.
En conclusion, je pense que le principal message des quelques cartes que je vous ai montrées, qui sont juste une petite partie du rapport, montre bien que les nuisances aériennes, et au-delà des nuisances, le risque en cas de crash aérien, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un avion qui malheureusement s'écrase sur le sol, donc le déplacement de la nuisance et du risque s'est fait au bénéfice de quartiers peu denses et favorisés, et au détriment de quartiers denses à très denses et moins favorisés. Si le cabinet du secrétaire d'État au transport avait pris la peine de commanditer une étude préalable et non pas une étude postérieure aux modifications, tout cela aurait pu se savoir bien à l'avance. Et je viens de le dire, mais je le répète, Belgo Control a alimenté le processus de décision avec des documents cartographiques pas très utilisables parce que mal conçus et surtout complètement erronés pour ce qui est du virage à gauche, ce qui est particulièrement inquiétant. Et le plus surprenant, c'est que, comme en témoignent les PV des réunions intercabinets, les membres de ces réunions qui prennent les décisions sur les procédures aériennes s'en accommodent parfaitement, personne ne conteste ces cartes, et donc ça pose, me semble-t-il, la question de savoir s'ils sont incompétents ou s'ils sont parfaitement clairvoyants et donc cyniques et complices de manipulation. Ce n'est pas aux universitaires de le dire, c'est un travail de commission d'enquête parlementaire ou à la justice de trancher. Ce ne sont pas des chercheurs à l'UNIF qui vont devenir inquisiteurs, mais je trouve qu'en termes de sociologie politique et de prise de décision, c'est une question à laquelle il serait bon de répondre. Je vous remercie et je me tiens à la disposition pour qui veut débattre.